Merci. Donc je suis moi-même le président de l'Université des patients de Grenoble. Je suis patient moi-même, atteint d'une maladie rénale chronique depuis 28 ans, avec quelques complications, et notamment en termes cardiaques et autres, avec 2 transplantations, précédées de 2 périodes de dialyse. Et lorsque je vais voir mes médecins qui me disent « Raymond, t'es pas diabétique », je suis très très content d'entendre ça. Donc l'Université des patients, c'est un projet c'est une expérience qui a 2 ans maintenant, qui est collaborative, qui a été créée par un groupe de patients experts et avec l'Université Grenoble-Alpes et le CHU de Grenoble. Il y a 3 universités en France, à Paris en 2010, Marseille en 2012. Donc pour recentrer un petit peu le débat sur le patient, j'ai souhaité revenir un petit peu en arrière et la définition du patient, qui étant quand même un dérivé du mot latin patior, qui signifie endurer, supporter, se résigner. Le mot d'emblée sous-tend une notion de soumission. Donc tous les exposés que vous avez vus, on marque quand même la notion de soumission du patient, qui est quand même quelque chose de particulier. On a aussi la notion de celui qui endure, celui qui souffre. Et avant l'émergence du mot patient, on parlait du mot malade. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que pour autant, paradoxalement, dire d'un patient qu'il est acteur de sa santé est un non-sens étymologique. Et j'espère qu'on peut changer ça. Juste un mot sur l'origine des droits des patients, puisque les premières déclarations, j'ai pris l'Angleterre en 1689, les États-Unis en 1776, et pour nous en 1789. Donc je ne vais pas vous raconter l'histoire depuis 1789, ce n'est pas du tout l'objectif, mais je voulais vous citer l'article 1er de la déclaration qui dit quand même que l'efficience des droits peut être réduite à néant sans l'aide de la collectivité. Donc déjà depuis un certain temps, depuis très très longtemps, le patient avait besoin de la collectivité pour réaliser, pour avancer sur son état de santé. Donc quand on devient patient, on va être atteint d'une pathologie chronique, comme le tabac ou l'addictologie en général, certaines maladies sont asymptomatiques, aussi traites que sournoises, elles n'offrent aucune douleur, aucun signe annonçateur, elles sont classées de muettes. C'est compliqué parce qu'une fois qu'on a déjà le choc de l'annonce du diagnostic difficile et la problématique de l'annonce aux proches. Je rentre à la maison, on m'a annoncé un diagnostic difficile, je rentre à la maison, qu'est-ce que je dis à mes proches, comment je le dis, etc. Ensuite, on arrive à avoir des dérèglements biologiques, des conséquences corporelles, des bouleversements personnels et socio-professionnels. Et une fois que la maladie est intégrée, est inscrite chez le patient, le vécu des proches, qui quand même peut se compliquer. On a relevé, par exemple, dans le cadre de la dialyse, de nombreux cas de divorce liés à la dialyse à domicile et d'autres traitements qui sont aussi compliqués. Et dans le tabac, je pense que c'est aussi la même chose. La maladie offre malheureusement une grande précarité, même si une grande dignité chez les patients. Il ne faut pas montrer qu'ils sont en difficulté, mais ils vivent ces difficultés-là. Et heureusement, dans le cadre de la collectivité, un certain nombre d'établissements, soit dans leur projet d'établissement, soit par dérogation, soit par volonté tout simplement, accompagnent les patients pour ne serait-ce que se nourrir, qui est quand même une grande problématique. Et puis nous avons toute la conséquence des traitements, qui est aussi très difficile, et ce que je pourrais appeler la déconstruction. Alors, de la consommation plaisir à la consommation pathologique, dont je vais passer rapidement parce qu'on l'a déjà pas mal évoqué, mais on est du plaisir à la souffrance et on se crée des besoins, on a un renforcement négatif, etc. On a des dépressions, du mal-être et de l'anxiété et autre chose. Ensuite, dans les dépendances qui vont être évoquées, il y a dépendance psychique et dépendance physique. On a le tabac, source de plaisir, la perception, le conditionner, la recherche de bonnes occasions, l'effet de groupe. Je pense, et pour le tabac, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on se retrouve en groupe, prends une cigarette, j'en prends une, etc., etc. Et puis on ressort 2 heures après, on refume une cigarette, etc. C'est l'effet de groupe qui est quand même particulièrement marquant. Dans les dépendances aussi, il y a toutes les conséquences, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Donc je passe rapidement sur les plus complexes qui sont liés aux émotions, le conditionnement comportemental,
L'usage du tabac en autotraitement du mal-être, hein, on parle beaucoup aussi d'automédication dans les maladies chroniques, encore faut-il qu'elle soit contrôlée si elle veut être efficace. Quand il s'agit du tabac, ça devient très très difficile. Et puis les conséquences sont plus difficiles à traiter. Alors bien sûr, je crois que dans les produits, là je ne suis pas spécialiste, mais dans les produits, dans la cigarette aussi, il y a peut-être des méthodes pour forcer à la consommation par des molécules, par des choses comme ça, mais je pense que les spécialistes vous le diront plus facilement que moi. Dans les conséquences psychologiques, il y a aussi les symptômes somatiques, s'il y a arrêt brusque, les troubles du comportement, etc., etc. Alors, le sevrage tabagique, les moyens... Donc maintenant, bon, ça ne s'arrête pas là, heureusement. Donc les moyens sont aussi livrés par la collectivité, hein, dans le cadre de la prévention, du dépistage précoce. Dans la communication, on est dans le mois du sans tabac, etc. Il y a aussi beaucoup de moyens qui ont été mis en place, des moyens techniques, logistiques, humains, des produits médicamenteux, l'éducation thérapeutique. Et aussi, bien sûr, il y a les sanctions financières et emprisonnement pour le trafic, les malfaçons, puisque le tabac, quand même, est un produit qui a une connotation financière très, très importante. Alors, quand il s'agit des moyens pour le sevrage tabagique, les moyens personnels, donc le besoin d'accompagnement, hein, des professionnels de santé, des proches, cet ensemble-là est particulièrement important pour nous. Et puis, il y a toutes les phases qui existent pour arriver au sevrage tabagique. Il y a une notion de prise de conscience, à un moment donné. Je fume beaucoup, je ne me rends pas compte. Et puis, au bout d'un moment, on va prendre conscience qu'on a besoin de s'arrêter de fumer ou de réduire. C'est une phase qui peut être plus ou moins longue. Il y a un déclenchement qui va arriver suite à un événement. Si je vous prends mon exemple, j'ai commencé à fumer, j'avais 11 ans, j'ai arrêté à 16 ans. J'étais interne, mais mon père décédé, etc. Et du coup, à un moment donné, un médecin m'a dit, un médecin généraliste d'ailleurs, que je remercie au passage, m'a dit, écoute, tu as été malade parce que je toussais beaucoup. Il m'a dit, voilà, écoute, puisque c'est ça, tu tousses énormément, si tu peux être immunisé contre une tuberculose éventuelle. Alors je dis, c'est très bien, c'est une bonne nouvelle. Il me dit seulement, voilà, la question qui tue, c'est est-ce que tu fumes? La réponse a été oui. Et tout de suite, je lui ai mis mon paquet de cigarettes sur la table et je lui ai dit, j'arrête de fumer. Donc il y a un événement, un déclenchement qui fait qu'à un moment donné, on peut s'arrêter. Ce déclenchement, après, cette prise de conscience permet d'avoir une volonté de s'en sortir. Et grâce à la mise en place de formation, l'amélioration du développement personnel, la volonté de transmission des savoirs, l'intégration dans une démarche éducative avec de l'éducation thérapeutique, on peut arriver à sevrer son tabac, on peut arriver à s'en sortir. Alors bien sûr, ce n'est pas une solution miracle hein, que je vous dis, c'est tout simplement comprendre qu'à partir du moment où on n'est plus dans la solitude, on peut, en qualité de patient, on peut avancer, on peut être accompagné et on peut trouver nos ressources. On est accompagné pour ça. À ce moment-là, on peut peut-être s'en sortir. Et dans le cadre du parcours du patient, si en complément de toutes les techniques et les boîtes à outils et tout ce qui vous a été évoqué, il y a aussi un élément qui me semble important, c'est l'approche de l'empowerment et du pouvoir d'agir, en passant par la déconstruction et les notions de powerlessness, le constat de sentiment d'impuissance, parce que c'est ce qui nous arrive quand on est patient. Arrive à un moment donné, on ne peut plus, la soupape est trop pleine, on ne peut plus avancer. Et à ce moment-là, grâce à des moyens, grâce à des personnes, grâce à des événements, on peut arriver à remonter la pente, à sortir la tête de l'eau. Et puis on va parler d'empowerment, de mettre en place un concept et un processus qui est le pouvoir d'agir. Et à ce moment-là, on va passer à la phase de reconstruction, et ce qui va nous permettre d'avancer. Alors à ce moment-là, on est dans cette phase de reconstruction, et puis on va se poser la question, mais comment mieux vivre avec une maladie chronique? Le rôle des aidants, puisque dans la maladie chronique, on n'est pas tout seul, on a des aidants, on a des proches. Certains, malheureusement, n'en ont pas du tout, mais ils ont un rôle quand même particulièrement important. On peut se poser la question, qu'est-ce que la maladie peut apporter aux patients, puisque finalement, c'est un état de santé, on vit avec, une maladie chronique, c'est à vie par définition, donc il faut trouver les moyens pour s'en sortir, et la maladie peut apporter des choses, donc on est en contrebalancement. Comment la sublimer, et quels sont les moyens de s'en sortir?
Donc c'est toutes les phases de reconstruction et d'aide au sevrage du tabac, notamment pour les patients qui sont atteints de cette pathologie. Alors pour terminer, donc l'université des patients s'est fixé comme objectif de former les patients, donc c'est un acteur, ça devient un acteur dans le système de santé qui va permettre aux patients de se former, de se diplômer pour pouvoir transmettre des savoirs, participer à l'évolution du système de santé et participer surtout en collaboration avec tous les acteurs que vous avez devant vous. Donc pour terminer, je citerai Antoine de Saint-Exupéry et Paul-Émile Victor. La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose qu'une pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient un temple. Je vous remercie.